Peu de figures du rock ont incarné une vie aussi audacieuse, désordonnée et captivante que Mick Jagger. En tant que frontman charismatique des Rolling Stones, il a façonné des hymnes intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Mais au-delà des projecteurs, des riffs électrisants et des foules en délire, Jagger est un homme dont l'existence a été marquée par des scandales, des luttes personnelles, des relations complexes et un rôle de père souvent méconnu. Avec 8 enfants issus de 5 femmes différentes, il a navigué entre gloire, dépendance et controverse, tout en redéfinissant ce que signifie être une rockstar. À 81 ans, après plus de 6 décennies sur scène, Jagger lève enfin le voile sur des vérités longtemps tues, offrant un regard intime sur l'homme derrière le mythe. Plongeons dans le parcours d'un visionnaire musical, de ses humbles débuts à Dartford à son statut d'icône mondiale. Michael Philip Jagger naît le 26 juillet 1943 dans la petite ville de Dartford, dans le Kent, en Angleterre. Le monde est alors plongé dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, une période d'incertitude qui imprègne la société britannique d'une tension palpable. Les sirènes des raids aériens, les rationnements et l'espoir d'un avenir meilleur façonnent l'atmosphère de son enfance. Son père, Basil Joe Jagger, est un homme d'ordre et de discipline, professeur d'éducation physique et pionnier du basket-ball dans les écoles britanniques. Sa rigueur contraste avec la vitalité d'Eva Ansley-Marie, la mère de Mick, coiffeuse d'origine australienne, dont l'énergie et l'engagement dans la politique conservatrice apportent une touche de dynamisme au foyer familial. Ensemble, ils élèvent Mick et son frère cadet, Chris, dans un équilibre entre structure et curiosité intellectuelle. Dès son plus jeune âge, Mick montre une affinité naturelle pour la musique. Contrairement à ses contemporains, souvent issus de familles de musiciens, son amour pour le son semble inné. Il rejoint la chorale de l'église locale, non par obligation, mais par une passion sincère pour le chant. Les hymnes religieux se mêlent aux mélodies pop diffusées à la radio familiale, un poste à lampe crachotant des airs de la BBC et les sonorités plus audacieuses de Radio Luxembourg, qui introduit le rhythm and blues américain dans les foyers britanniques. Ces stations deviennent les professeurs informels de Mick, qui absorbent chaque note, chaque rythme, avec une avidité presque obsessionnelle. Il imite les voix, décortique les mélodies et rêve d'un monde où la musique serait plus qu'un loisir. En septembre 1949, à l'âge de 6 ans, Mick entre à l'école primaire de Wentworth, où il rencontre Keith Richards, un garçon partageant son enthousiasme pour la musique. Leur amitié est instantanée, nourrie par des discussions passionnées sur les disques qu'ils découvrent et les jeux simples de l'enfance. Ils passent des heures à explorer les 45 tours, à fredonner des airs et à imaginer des scènes où ils seraient eux-mêmes des artistes. Mais en 1954, la famille Jagger déménage à Wilmington, rompant ce lien précoce. Mick se plonge alors dans ses études à la Dartford Grammar School, où il brille par son sérieux et son ambition. Avec cet O-level et 2 A-level, il semble destiné à une carrière conventionnelle, peut-être dans la finance, le journalisme ou la politique. Pourtant, une flamme musicale continue de brûler en lui. À la fin des années 1950, adolescent, Mick forme un groupe de garage avec son ami Dick Taylor. Ils reprennent des chansons de Muddy Waters, Chuck Berry et Little Richard, cherchant à capturer l'énergie brute du blues américain. Pour Mick, ces morceaux ne sont pas de simples chansons. Ils sont des portails vers un univers d'émotion, de rébellion et d'authenticité. Il traque les disques rares avec une ferveur quasi spirituelle, chaque vinyle devenant une relique d'un monde qu'il aspire à rejoindre. Ces sessions informelles dans des garages ou des sous-sols deviennent des laboratoires où Mick expérimente sa voix et son style, posant les bases de sa future carrière. Le destin prend un tournant décisif le 17 octobre 1961. Ce matin-là, sur le quai de la gare de Dartford, Mick, alors âgé de 18 ans, croise à nouveau Keith Richards, 3 ans après leur dernière rencontre. Sous son bras, Mick tient des disques de Chuck Berry et Muddy Waters, des trésors qui captent immédiatement l'attention de Keith. Cette rencontre fortuite n'est pas qu'une simple réunion d'amis d'enfance. C'est le point de départ d'un partenariat musical qui allait révolutionner le rock. Les 2 jeunes hommes renouent rapidement, passant des heures à écouter des disques, à jouer de la guitare et à rêver d'un avenir où la musique serait leur vie. Avec Dick Taylor, Alan Etherington et Bob Beckwith, ils forment les Blues Boys, un groupe amateur dédié au blues de Chicago. Leurs répétitions, souvent dans des pièces exiguës, sont marquées par une quête obsessionnelle de l'authenticité. Pendant que leurs camarades se concentrent sur les bals scolaires ou les matchs de football,
Mick et Keith poursuivent une vision différente. Capturer l'âme du blues et la réinventer pour une nouvelle génération. Parallèlement, Mick intègre la London School of Economics grâce à une bourse obtenue par ses excellents résultats scolaires. Il y étudie la finance et la comptabilité, envisageant un temps une carrière plus conventionnelle. Il confiera plus tard avoir sérieusement considéré le journalisme ou la politique, des domaines où son charisme et son éloquence auraient pu briller. Mais l'appel de la musique est plus fort que tout. Au début de 1962, les Blues Boys évoluent. Rejoints par Brian Jones, un multi-instrumentiste talentueux, et Ian Stewart, un pianiste discret mais essentiel, le groupe passe de jam informel à une ambition plus grande. Leur nom, les Rolling Stones, inspirés d'une chanson de Muddy Waters, reflètent leur amour pour le blues et leur désir de mouvement constant. Ce qui commence comme une passion juvénile devient bientôt une force culturelle. Le 12 juillet 1962, les Stones donnent leur premier concert au Marquee Club, sur Oxford Street. Leur équipement est rudimentaire, souvent emprunté, mais leur énergie brute compense largement. La formation comprend Mick au chant, Keith et Brian à la guitare, Ian au piano, Dick à la basse et Mick Avory à la batterie. Ce soir-là, une graine est plantée, et l'histoire du rock s'apprête à changer. En 1963, la réputation des Stones grandit. Leurs concerts, marqués par une intensité brute et une attitude provocatrice, attirent un public de plus en plus large. Une résidence de 5 mois au LP Island Hotel, un haut lieu de la scène bohème londonienne, leur permet d'affiner leur son et de renforcer leur cohésion. C'est à cette époque qu'Andrew Loog Oldham, un manager visionnaire de 19 ans, entre en scène. Oldham voit dans les Stones une opportunité de créer non seulement un groupe, mais une révolution culturelle. Il façonne leur image en opposition aux Beatles, cultivant une aura de danger et de rébellion qui les distingue. Les Stones deviennent les mauvais garçons du rock, une contrepartie audacieuse aux mélodies policées de leurs rivaux. La contribution la plus décisive d'Oldham est de pousser Mick et Keith à écrire leurs propres chansons. Réticents au début, ils découvrent rapidement une alchimie créative unique. Leur premier succès majeur, The Last Time, 1965, marque un tournant, mais c'est « I Can't Get No » Satisfaction qui les propulse au sommet. Avec son riff iconique et ses paroles mordantes, la chanson capture l'esprit d'une jeunesse en révolte contre un monde en mutation. Elle atteint la première place des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis, établissant les Stones comme les porte-drapeaux d'une contre-culture. D'autres tubes suivent, Painted Black, avec ses sonorités sombres et orientales, Ruby Tuesday, d'une mélancolie poétique, et Let's Spend a Night Together, un hymne provocateur à la liberté sexuelle. Chaque chanson devient un cri de ralliement pour une génération avide de briser les conventions. Avec la gloire vient l'attention, pas toujours bienveillante. En 1967, les Stones se retrouvent au cœur d'une tempête médiatique. Une série d'articles sensationnalistes cible le mode de vie débridé des stars de la pop, et les Stones, avec leur image de rebelles, deviennent une cible facile. Un article prétend avoir vu Mick consommer des drogues dans un club, bien que le journaliste ait confondu Mick avec Brian Jones. Cette erreur déclenche une descente de police au domicile de Keith Richards à Redland. Mick et Keith sont arrêtés pour des délits mineurs, mais les peines prononcées 3 mois pour Jagger et 1 an pour Richards sont sévères, perçues comme une tentative de réprimer la contre-culture. L'opinion publique se mobilise, et même The Times prend leur défense dans un éditorial célèbre, qui brise un papillon sur une roue. En appel, leurs peines sont réduites, mais l'image des Stones comme hors-la-loi est désormais gravée dans l'imaginaire collectif. La tragédie frappe plus durement en 1969. Brian Jones, dont le talent musical a façonné l'identité des Stones, sombre dans ses propres démons. Ses problèmes d'addiction et juridiques l'éloignent du groupe, rendant sa participation aux tournées internationales difficile. En juin 1969, Mick, Keith et Charlie Watts lui rendent visite dans sa maison du Sussex pour lui annoncer son départ. Jones accepte, et Mick Taylor, un guitariste talentueux, le remplace. Moins d'1 mois plus tard, le 3 juillet 1969, Brian est retrouvé mort dans sa piscine à l'âge de 27 ans. Cette perte secoue profondément les Stones. 2 jours plus tard, leur concert à Hyde Park devient un hommage émouvant. Mick, vêtu de blanc, lit un poème de Shelley avant que des papillons ne soient relâchés dans le ciel, tandis que le groupe joue des titres comme Honky Tonk Women, sorti la veille. Mais une autre épreuve attend les Stones.
Le 6 décembre 1969, le concert gratuit d'Altamont, en Californie, tourne au cauchemar. Conçu comme une réponse à Woodstock, l'événement dégénère sous la gestion chaotique des Hells Angels, engagés comme service de sécurité. La tension culmine lors d'une altercation mortelle près de la scène pendant Under My Thumb. Les Stones, ignorant l'ampleur du drame, continuent de jouer pour éviter une émeute. Ces événements, immortalisés dans le documentaire Jim Shelter, marquent un tournant sombre. Mick confessera plus tard sa peur et son sentiment d'impuissance face à cette tragédie. La presse blâme les Stones, transformant ce qui devait être un triomphe en symbole des excès des années 60. Les années 1970 sont une période dorée pour les Stones, malgré les turbulences. Des albums comme Sticky Fingers, Exil on Mincein et Some Girls consolident leur statut de géants du rock. Mais au tournant des années 1980, des tensions émergent entre Mick et Keith, surnommés les Glimétoins. L'arrivée de MTV redéfinit l'industrie musicale, et Mick, avide d'innovation, s'intéresse aux nouvelles tendances, tandis que Keith reste attaché aux racines blues des Stones. Lorsque Mick se lance dans une carrière solo avec She's the Boss, 1985, et Primitive Cool, 1987, Keith perçoit cela comme une trahison. L'album Dirty Work, 1986, reflète ces tensions. Enregistré dans un climat de discorde, le disque manque d'unité, les membres du groupe travaillant souvent séparément. Keith critique publiquement Mick, le surnommant Brenda ou Sa Majesté pour moquer son ego. Dans ses mémoires, Life, Keith n'épargne pas son partenaire, l'accusant d'avoir succombé à la vanité de la célébrité. De son côté, Mick alimente les tensions, notamment en acceptant un titre de chevalier en 2003, un geste que Keith juge incompatible avec leur image rebelle. Pourtant, leur lien reste indissoluble. Comme Keith le dira, ils ne sont plus amis, mais des frères, unis par la musique et une histoire commune. Derrière l'image flamboyante de la rockstar, Mick mène une vie personnelle tumultueuse. Sa première grande histoire d'amour, avec Marianne Faithfull dans les années 60, incarne les excès de la scène londonienne. Leur relation, passionnée mais fragile, est marquée par une tragédie. En 1969, Marianne perd l'enfant qu'ils attendaient, une fille qu'ils voulaient nommer Corinna. Ce drame creuse un fossé entre eux, chacun affrontant la douleur à sa manière. En 1970, Mick entame une liaison avec Marsha Hunt, qui donne naissance à sa première fille, Carrie. Bien que leur relation soit brève, Mick reste un père discret pour Carrie. En 1971, Mick épouse Bianca Pérez Mora Macias, une mondaine nicaraguayenne, lors d'un mariage fastueux à Saint-Tropez. Leur fille, Jade, naît la même année. Mais les infidélités de Mick et la pression de la célébrité brisent leur union, et Bianca demande le divorce en 1978. Mick trouve alors une partenaire plus durable en Jerry Hall, mannequin texane. Leur relation, débutée en 1977, donne naissance à 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia et Gabriel. Malgré une cérémonie à Bali en 1990, jugée non valide, leur couple ne résiste pas aux infidélités de Mick, notamment sa liaison avec Luciana Gimenez, qui donne naissance à Lucas en 1999. La perte la plus dévastatrice survient en 2014, avec le suicide de Lauren Scott, sa compagne de longue date. Cette tragédie secoue Mick, qui exprime publiquement sa douleur. Plus tard, il trouve un nouvel équilibre avec Mélanie Hamrick, avec qui il a un fils, Devro, en 2016. À 73 ans, Mick aborde la paternité avec une approche plus détendue, déterminé à soutenir son fils tout en réfléchissant à son propre parcours. À 81 ans, Mick Jagger commence à partager des réflexions intimes sur sa vie. Dans des interviews récentes, il évoque les limites de la vie de rockstar, confessant qu'elle l'a parfois laissé intellectuellement insatisfait. Jeune, il envisageait une carrière dans l'enseignement ou le journalisme, des voies qui auraient peut-être comblé d'autres facettes de sa personnalité. Il parle aussi de la solitude des tournées, loin de sa famille, et des tensions avec Keith Richards, marquées par des luttes d'ego et de vision artistique. Pourtant, Mick reste animé par la création. Son travail récent, comme Acne Diamonds, montre un désir de transmettre plus que de dominer. Il plaisante sur l'idée de concerts holographiques qui permettraient aux Stones de perdurer après sa mort. L'histoire de Mick Jagger est celle d'un homme qui a transformé la musique tout en affrontant ses propres démons, un équilibre entre talent, chaos et réinvention.
Quelle est votre chanson ou moment préféré des Rolling Stones? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si ce voyage dans la vie de Mick Jagger vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récits passionnants sur les légendes du rock.